Et bon matin, bon matin, bon matin tout le monde. Je m'excuse pour le retard. Vous savez que j'opère dans des conditions parfois éprouvantes ici en République dominicaine. Donc, je fais comme je peux avec les moyens disponibles quand c'est pas des pannes de courant, c'est des pannes de Wi-Fi, même si j'ai deux options de Wi-Fi. Sinon, c'est les bruits incessants de la construction autour de chez moi. Donc, c'est quand même un petit peu difficile d'opérer du direct dans ces conditions. Et j'ai fait le choix de quand même faire mes émissions en direct parce que ça apporte une autre dynamique qui me plaît bien. Je fais des enregistrements radio parfois à l'avance, mais j'essaie de faire Santé sans censure en direct. Alors, malgré le retard, je vais essayer de vous livrer une bonne émission. D'abord, mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 24 ans. Je suis aussi anthropologue médicale et je vous livre cette émission Santé sans censure en principe à chaque semaine, mais quand je peux le faire, vous retrouvez aussi des émissions de Mon Cru sur la chaîne Radio Réveil. Il y a l'émission À votre santé qui est une émission hebdomadaire. Il y aura éventuellement une émission du midi aussi, peut-être en live si on arrive à régler la technique. J'ai une chronique sur Inicité à l'émission des deux filles du Saguenay. Donc, différents endroits où vous pouvez trouver mon contenu. Et je vais lancer dès cette semaine une section membres de mon site web pour que toutes les chroniques, toutes les émissions soient bien organisées et vous fournir aussi tous les liens pour mon contenu, tout mon contenu. Et c'est une façon d'encourager mon travail et de me permettre de gagner ma vie à vous transmettre de l'information. Alors, Santé sans censure, pour ceux qui sont nouveaux, c'est une émission où je vous parle de santé, qui est évidemment mon dada, mon domaine, toujours d'une manière critique, scientifique et habituellement sans censure. Des fois, il y a des émissions qui passent dans le tordeur. Je commence à connaître un petit peu plus les méandres et éventuellement, je vais m'installer sur des plateformes où on est moins censuré, où on est plus libre de partager l'information. Mais donc, tout ça, c'est du work in progress. Il faut gagner notre vie au travers de tout ça. Habituellement, ça ne nous paye pas pour produire du contenu, donc on fait à la vitesse qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors, ce matin, j'ai envie de vous parler d'un minéral qui est le grand oublié des minéraux, qui est le magnésium. Je vous parle de magnésium parce que d'abord, le magnésium est impliqué dans 300 réactions biochimiques dans notre corps. Donc, une carence en magnésium affecte à peu près tout. Et on le sait, on vient de sortir, ou je ne sais même pas si on en est vraiment sorti, mais en tout cas, on baigne dans une histoire de pandémie depuis 3 ans qui génère un stress constant et le magnésium est très, très, très important pour nous aider à faire face au stress. Et lorsqu'on est carencé en magnésium, évidemment, notre capacité à faire face à ce même stress est très affectée. Donc, le magnésium est super important. On n'en parle pas assez, il est carencé. Et ce qui est encore plus pervers, c'est qu'on nous parle toujours du calcium, mais non pas du magnésium, alors que ces minéraux doivent travailler non seulement de concert, mais en équilibre aussi. Dans notre corps, on a ce qu'on appelle des pompes sodium-potassium, donc sur les membranes de nos cellules, on a des petits canaux qui permettent l'entrée et la sortie du calcium, du magnésium et du sodium et du potassium. Et c'est l'entrée-sortie de ces minéraux en très petite dose, donc on va appeler des oligo-éléments, qui vont transmettre l'influx nerveux dans notre corps. Donc, tous les messages de notre cerveau au restant de notre corps sont dépendants du calcium, magnésium, potassium et sodium. Les contractions, les relaxations musculaires, donc nos battements cardiaques, c'est-à-dire que sans un équilibre adéquat entre ces minéraux, ça va pas bien. Alors, comment ça se fait qu'on nous parle tout le temps du magnésium et qu'on ne nous parle pas du calcium? Voyons donc. Je veux trop en dire trop vite, je me suis mêlée. Comment ça se fait qu'on nous parle tout le temps du calcium et qu'on ne nous parle pas du magnésium? Est-ce que possiblement ça pourrait avoir un lien avec l'industrie des produits laitiers et que doit-on penser de cette industrie et des produits laitiers comme tels? Donc, c'est ce que je vous propose comme programme pour notre émission d'aujourd'hui. Donc, d'abord,
Le magnésium, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Comment ça se fait qu'on est carencé? C'est ce qu'on va aller voir. Dans un article publié dans le American Journal of Medicine, vous savez que je vous cite toujours les sources des officiels parce que comme ça, vous avez des documents à l'appui pour appuyer vos dires. C'est pas juste Chantal Anne, la naturopathe, qui vous a cité cette information. J'essaie d'être plus au centre. Voilà. Donc, selon cet article publié dans l'American Journal of Medicine, l'hypomagnésie, donc la carence en magnésium, est la carence minérale la plus sous-diagnostiquée dans la pratique médicale. Comment ça se fait que c'est sous-diagnostiqué? D'abord, je vous ai fait la première émission de Santé sans censure sur la thématique de la construction de l'édifice médical. Vous savez qu'on a construit les collèges des médecins, les facultés de médecine et tout ça dans le but de soutenir l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique elle-même a été créée par John Rockefeller à partir de l'industrie pétrochimique. Donc, Rockefeller a un monopole des produits pétrochimiques et il dit, je peux-tu faire d'autre chose que du pétrole avec ça tant qu'à avoir le monopole? Alors, il se rend compte que les chimistes lui proposent des médicaments, des engrais, toutes sortes de cochonneries dérivées du pétrole. Mais le problème, c'est que les produits naturels, les plantes, l'homéopathie, font compétition à cette industrie. D'accord. Comme le bonhomme, il a une idée de monopole, bien, il va se mettre à dénigrer tout ce qui n'est pas médicaments de synthèse fabriqués en laboratoire à partir des produits chimiques. C'est comme ça qu'on se ramasse avec des poursuites contre les médecins qui pratiquent l'homéopathie, les médecins naturopathes, et on ne va conserver que ceux qui vont dans la lignée de pensée de Rockefeller et qui vont vendre les médicaments pétrochimiques. Donc, c'est comme ça que les collèges des médecins ont vu le jour en Amérique du Nord et ensuite en Europe et un peu partout. Ce sont des entités qui sont là pour appuyer donc la vente des produits pharmaceutiques. Alors ça, on doit déjà le comprendre. Ensuite, se greffe autour de ça Big Agro. Big Agro, puis ensuite Big Tech. Big Agro, c'est quoi? C'est les grandes industries comme l'industrie des produits laitiers, comme l'industrie du blé. Le Canada étant un très important producteur de blé, on a un gros lobbying aussi au niveau de l'industrie du blé. Et là, ces industries vont s'infiltrer à travers l'académia en finançant, par exemple, les facultés de médecine, en finançant les diététiciennes, les nutritionnistes. Donc, ils mettent leur argent là pour faire passer leur message. Ils mettent aussi l'argent au niveau des élus supposément démocratiquement pour que des lois soient votées pour protéger leurs industries. C'est ce qu'on appelle le lobbying, tout simplement. Donc, Big Pharma, Big Agro travaillent ensemble. Big Tech vient soutenir tout ça parce que c'est à leur avantage, évidemment, parce que de plus en plus, on va s'orienter vers, par exemple, des fermes qui sont contrôlées par l'intelligence artificielle. C'est le cas des fermes de grillons qui ont été financées par Justin Trudeau, dont je vous parlais dans l'émission sur la consommation des insectes, que je veux d'ailleurs reprendre parce que la qualité était horrible. On m'a censuré tout le long de l'émission. Donc, c'est comme ça que Big Tech s'insère dans l'affaire. Et puis, on a Big Com au travers de tout ça, parce que les médias sont de plus en plus financés, d'une part par les gouvernements, mais d'autre part par des entités comme Bill Gates, par exemple, qui remet des prix aux journalistes, qui finance les facultés de communication où on enseigne le journalisme, tout ça pour se faire donner bonne presse. Alors, c'est comme ça que la roue tourne. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vais vous mettre une référence de film dont le nom m'échappe en ce moment, mais ça va me revenir durant l'émission. Donc, c'est ce qu'on vous parle, nous, les fameux complotistes, depuis le début de la pandémie, mais dans mon cas, depuis 10 ans, parce qu'on comprend les rouages de ces entités non élues démocratiquement qui, en réalité, tirent les ficelles à travers des trucs comme le Forum économique mondial et tout ça. Alors, il faut bien comprendre que la santé, c'est pas opéré par des œuvres de bienfaisance, c'est des compagnies, il y a des dollars and cents en bas des feuilles comptables, il y a des actionnaires, donc ça doit être rentable. Alors, c'est pour ça que
l'information telle que je vous la livre, c'est pour ça que l'émission s'appelle Santé sans censure, vous la retrouverez pas dans des médias conventionnels, parce que même moi qui ai essayé tant comme autant d'être présente dans des médias conventionnels, vous comprenez bien que quand on parle contre les produits laitiers et que l'industrie des produits laitiers a des commerciaux dans une station de radio ou dans une revue ou dans une émission de télé, ben ils vont dire, hey, c'est qui la naturopathe qui parle contre notre industrie? Fais-moi sauter ça. Donc, moi, je génère quelques codes d'écoute, mais eux autres, ils génèrent de la grosse argent. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que ça soit du contenu indépendant et qu'on n'a pas le choix de demander de nous appuyer financièrement parce que on est empêché de dire les choses par des stations qui dépendent monétairement de ces commanditaires. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Et c'est pour ça que le message que vous recevez va toujours dans le même sens, parce que c'est les mêmes commanditaires qu'il y a derrière, c'est les mêmes bailleurs de fonds derrière les études cliniques. Et lorsque les résultats ne vont pas dans le sens qui leur plaise, les résultats ne voient le jour que dans des petites revues obscures et ça ne se rend jamais jusqu'aux gens. Donc, vous n'avez pas le choix d'obtenir de l'information à travers des journalistes, des producteurs, des blogueurs indépendants, parce que c'est ce qui nous permet de vous dire les vraies choses, c'est qu'on n'est pas appuyé financièrement par ces entités, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'argent. Donc, on en revient à l'industrie des produits laitiers. L'industrie des produits laitiers, vous savez, au Québec, c'est le principal secteur agroalimentaire. Donc, c'est une industrie très importante. Mes chiffres datent de 2013. Je n'ai pas pu trouver plus récent. Je vais essayer de remédier à ça parce que j'ai maintenant quelqu'un qui travaille. J'ai failli faire un lapsus, mais je ne peux pas mentionner des patientes et tout ça. Donc, mais il y a quelqu'un qui travaille au sein de cette industrie qui va peut-être être capable de me fournir des chiffres plus à jour. Mais donc, ce que j'ai des dates de 2013. Et en 2013, c'est hallucinant de regarder les campagnes de marketing des producteurs de produits laitiers du Canada. Vous vous souvenez peut-être des annonces de J'aime mon lait avec des petites musiques, des petites tunes catchy. À un moment donné, ils avaient même fait un CD. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, je me souviens, j'étais étudiante, j'allais sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis il y avait un Renaud-Bré, je pense que c'était en tout cas des belles librairies qui commençaient. Et il y avait donc ce CD qui faisait pleine vitrine des 25 ans des producteurs de lait et il y avait toutes les tunes, toutes les pièces musicales qui avaient été utilisées dans les publicités. Vous avez jamais vu ni BMW, ni n'importe quelle autre industrie faire un CD de leur pub, de la musique de leur pub. Alors, imaginez la puissance et les moyens d'industrie comme celle des produits laitiers. Donc, en 2013, le Dairy Farmers of Canada, qui est une entité là, qui organise, c'est-à-dire une organisation qui est vouée à la promotion, au lobbying et aux lois qui régissent l'industrie canadienne des produits laitiers. Donc, la gang de la gang, là, tu sais, l'organisation qui gère les producteurs, elle bénéficiait à elle seule d'un budget annuel de, tenez-vous bien, 80 millions. 80 millions du budget de cette association qui regroupe les producteurs de lait, qui sert juste à faire de la publicité. Donc, évidemment, on veut nous convaincre des bienfaits du lait pour notre santé. Et ça, évidemment, dans le but d'assurer la viabilité de cette industrie. Alors, ils mettent de la grosse argent pour faire de la pub, puis là, ils mettent des diététistes, puis ils mettent des scientifiques pour essayer de trouver comment justifier qu'on devrait absolument consommer des produits laitiers parce que leur industrie en dépend. Comme je disais, l'industrie laitière est le premier secteur bioalimentaire en importance au Québec et en 2013, elle a généré des ventes atteignant 4,7 milliards de dollars. 4,7 milliards. On en boit-tu du lait au Québec ou on n'en boit pas? Puis à part de ça, ben, c'est sûr que on en exporte énormément. Alors, parce que cette industrie est tellement importante, parce qu'il y a tellement d'argent impliqué dans le marketing, on a essayé de nous vendre l'idée que pour éviter l'ostéoporose et éviter de tomber en petits morceaux, il fallait absolument consommer nos portions de produits laitiers. On a tous été à l'école, on a tous eu la petite pyramide alimentaire qui était produite par Santé Canada et qui nous montrait l'importance des
des produits laitiers, puis l'importance du blé dans notre alimentation, hein, c'était quoi qu'on nous recommandait? Des petites toasts de pain brun le matin avec notre jus de pamplemousse qui déminéralise comme ça se peut pas. Donc, le nombre de femmes que j'ai rencontrées dans ma pratique en 24 ans qui souffrent d'ostéoporose puis qui consommaient leur demi-pamplemousse le matin avec leur petit verre de jus d'orange parce que c'était dans la pyramide alimentaire de Santé Canada, puis que c'était aussi ce qu'on vendait aux nutritionnistes, ce qu'on disait aux nutritionnistes de nous donner comme message. Donc, le pain avec du blé canadien hybridé, bourré de glyphosate, donc qui est extrêmement acidifiant, le jus d'orange qui est aussi acidifiant, le demi-pamplemousse qui est aussi acidifiant et le lait qui va aussi finir par être acidifiant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand les produits sont acidifiants, ce qu'on doit comprendre, c'est que le corps a 3 priorités. Maintenir notre taux de glucose constant parce que notre cerveau consomme le sucre, 80% du sucre de notre organisme, donc on a besoin de sucre, alors le corps va maintenir le taux de glucose constant. Quand le taux de glucose chute, il y a une poussée d'adrénaline qui va permettre de remonter le taux de glucose. Deuxièmement, maintenir la température corporelle constante parce que si on a trop froid, si on a trop chaud, on va mourir. Et troisièmement, maintenir notre pH, donc notre taux d'acidité constant parce que les différentes enzymes dans notre corps et tout ça vont fonctionner à un pH optimal. Au niveau sanguin, c'est entre 7,35 et 7,45. Donc, quand le corps s'acidifie trop, eh bien, l'organisme va aller piéger dans nos réserves de minéraux. Donc, on va retrouver dans nos os, nos dents en grande majorité, puis dans une moindre mesure dans les tissus, pour venir donc neutraliser l'acide dans notre corps, pour ramener le pH à 7,35, 7,45, parce que c'est un des 3 mécanismes de survie de l'organisme. Donc, imaginez qu'en nous recommandant un petit déjeuner full acide, il est sûr de nous déminéraliser. Puis quand on est déminéralisé, on va prendre du lait, puis des produits laitiers, puis des suppléments de calcium, puis éventuellement, on va faire encore plus plaisir à Big Pharma, on va nous prescrire du Fosamax, puis des médicaments du même type qui vont retenir le calcium usé dans nos os et créer des os d'une très, très mauvaise qualité. Donc, on nous a brainwashé à coût de millions de dollars de l'importance du calcium, en réalité pour soutenir l'industrie des produits laitiers. Alors, comment ça se fait? Parce que dans un verre de lait, 3,25, un verre de lait ordinaire, on trouve 275 mg de calcium, on trouve juste 24 mg de magnésium. Donc, le magnésium est tout aussi important pour la santé osseuse, sinon plus, parce que le magnésium, c'est vraiment lui qui va retenir le calcium dans l'os. Donc, c'est comme si le calcium, c'était les planches. Le magnésium, c'est les clous qui vont retenir le calcium dans notre os. Le magnésium est aussi nécessaire à la bonne utilisation de la vitamine D, qui elle aussi est impliquée dans le métabolisme osseux. Et le magnésium est également impliqué dans la régulation de la parathormone, donc une hormone qui va gérer l'entrée-sortie du calcium dans notre organisme. Donc, vraiment, pour le bon fonctionnement du métabolisme osseux, pour prévenir l'ostéopénie et l'ostéoporose, on a absolument besoin du magnésium. Mais le magnésium est passé sous le radar parce que ce qu'on retrouve en grande quantité dans les produits laitiers, c'est le calcium. Alors, si on vous avait parlé du magnésium, vous auriez cherché des sources alternatives de magnésium et il n'y aurait pas eu de focus sur les produits laitiers. Vous comprenez comment on biaise les messages pour faire vendre des produits qui bénéficient soit à Big Pharma, soit à Big Agro, soit à Big Tech, soit à Big Com. Tout ça travaille de concert ensemble. Et c'est un travail synergique. Habituellement, un est engrainé dans l'autre. OK? Donc, pour soutenir cette fameuse industrie des produits laitiers, on nous a vanté les bienfaits du calcium en passant le magnésium sur le radar. Vous savez, les naturopathes, nous, on n'appuie jamais la consommation du lait de vache. Le lait de vache au vert, parce que d'abord, dans aucune autre espèce animale, on va voir que le bébé va consommer le lait d'une autre espèce. Vous ne voyez pas ça dans la nature qu'une chèvre va aller consommer du lait de vache. Donc, c'est vraiment nous, les humains, qu'on a décidé de s'approprier ça, mais naturellement, ça ne se fait pas dans la nature. L'autre affaire, c'est que, comme tous autres mammifères, on a des enzymes qui nous permettent de digérer le lait maternel,
Mais à l'âge de 7 ans, ces enzymes ne sont plus présentes parce que normalement, le bébé s'alimente d'autre chose que de lait maternel en vieillissant. Donc, comme adulte, on a non seulement pas les enzymes pour digérer le lait d'une autre espèce, mais rendu adulte, on n'a plus d'enzymes pour digérer même du lait maternel parce que normalement, on doit s'alimenter. Donc, ce que ça crée tout ça, à part des gens qui sont aussi génétiquement prédisposés à ne pas bien digérer ces aliments, par exemple, les gens de descendance africaine, les Asiatiques, ont encore plus de problèmes à produire les enzymes nécessaires pour métaboliser les produits laitiers. Et ce que ça fait, c'est qu'on va mal les digérer aussi parce que ce sont des protéines de très grande taille par rapport à une protéine de lait humain. Donc, ça va être très encrassant pour notre organisme. Et il y a des gens qui sont carencés dans une enzyme très spécifique qu'on appelle la DPP4. Et la DPP4 digère la proline, qui est un acide aminé très présent dans la caséine, donc la protéine du lait, mais aussi dans le gluten, la protéine du blé et de d'autres céréales. Et lorsqu'on est carencé dans cette enzyme DPP4, on ne peut pas bien digérer la proline et donc va en résulter une molécule tout croche que le corps ne reconnaît pas et qui a en plus la capacité à s'attacher à nos récepteurs à morphine dans le corps. On a des récepteurs à cannabis, on a des récepteurs à morphine parce que le corps produit de ces substances naturellement. Et donc, quand on retrouve soit de la caséine ou euh, euh, du gluten mal digéré, ces molécules qu'on va appeler des exomorphines, donc des morphines provenant de l'extérieur, vont s'attacher à nos récepteurs et peuvent provoquer différents types de réactions. C'est pour ça que quand on élabore les protocoles pour les enfants sur le spectre autistique, on va très souvent éliminer le gluten et les produits laitiers de leur alimentation parce que dans certains cas, ça a un impact sur leur système cognitif. Il n'y a pas de recette magique, là. Chaque cas est différent, donc ça prend vraiment un suivi adéquat, mais je vous explique tout simplement que l'importance de ne pas boire le lait de vache au vert parce qu'on n'a pas les enzymes. On peut en plus génétiquement avoir ce problème avec cette enzyme des PP4 et on peut aussi avoir, de par notre descendance, une carence naturelle en enzymes, ce qui fait que ça va devenir très encrassant pour notre organisme. Donc, si on va vers des produits comme par exemple le yogourt grec, le yogourt a été transformé par des bactéries lactiques qu'on a rajoutées dans le produit, donc il devient plus digeste. Et il y a des gens qui ne digèrent pas le verre de lait, mais qui sont capables de consommer des petites quantités de yogourt, des petites quantités de fromage, parce qu'il y a un processus de transformation qui fait que même si on n'a pas les enzymes pour boire du lait, on arrive à consommer de petites quantités de ces aliments sans avoir trop de problèmes. On peut évidemment rajouter des enzymes digestives, mais l'idée, c'est pas de se forcer à digérer ça sans avoir de problème. Petite note aussi contre, pas contre, mais petite note concernant les aliments, les produits laitiers en fait sans lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait, ce n'est pas la protéine. La protéine, c'est la caséine. Donc, le lactose est un élément que des gens aussi n'arrivent pas à digérer, qui va causer des ballonnements, des gaz, une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre dans nos bonnes bactéries, dans le microbiote qu'on appelle maintenant. Alors, les aliments sans lactose sont une partie de l'aspect du problème, mais c'est pas tout le problème parce qu'en général, c'est vraiment la protéine qui est difficile à digérer. Alors, en alternative, on peut aller plus vers des produits de la chèvre, des produits de la brebis, parce que leur estomac est beaucoup plus petit, donc les protéines sont plus petites et moins encrassantes pour nous, moins difficiles à digérer. Donc, les produits laitiers, pas nécessairement adaptés à la consommation humaine, et pourtant, on nous pousse l'utilisation du calcium, les bienfaits du calcium pour nous faire consommer des produits laitiers parce qu'il y a tout un lobbying, il y a toute une industrie derrière les produits laitiers et particulièrement au Québec. Donc, on revient à notre magnésium. Donc, on disait que le magnésium, on n'en parle pas, c'est le grand oublié des minéraux. Il passe sous le radar, mais pourtant, il est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais on va juste déjà s'installer dans la thématique. Alors, pourquoi on ne
peut pas diagnostiquer dans votre prise de sang, parce que ça, c'est une autre chose. Les gens disent non, moi, j'ai pas besoin de prendre de suppléments. Je viens de passer mes prises de sang, tout était beau. On peut pas diagnostiquer la carence ni en magnésium ni en calcium dans une prise de sang conventionnelle parce que, d'abord, le magnésium, on en trouve environ 15 grammes dans l'organisme humain et il y en a à peu près la moitié dans nos os, nos dents, puis une autre moitié dans nos tissus mous, c'est-à-dire nos muscles, notre cœur, notre utérus. Donc, les gros muscles ont besoin de magnésium pour se relaxer. Le calcium crée l'effet de contraction et le magnésium crée l'effet relaxant. Comme je vous dis, ils travaillent toujours normalement en harmonie. Donc, au niveau du sang, il y a moins d'1% du magnésium qui est présent. Même chose pour le calcium. Alors, même quand vous faites votre prise de sang, ça ne va pas du tout refléter la quantité globale de votre magnésium. Ça ne va pas vous parler de vos 15 grammes de magnésium parce qu'il y en a juste 1%. La régulation du calcium et du magnésium au niveau sanguin est exercée par nos reins. Donc, quand on en manque, les reins vont en filtrer une partie pour le récupérer, le recycler en réalité pour essayer de maintenir le tout à niveau. Donc, les variations du calcium et du magnésium, du petit 1% qu'on trouve au niveau sanguin, sont très minimes. En fait, si vous avez un accident de la route et vous perdez du sang à litre, là, vous allez avoir des variations, mais en temps normal, on n'a presque pas de variation. Donc, une prise de sang conventionnelle ne peut pas diagnostiquer une carence ni en magnésium ni en calcium. Il faut aller vers des tests plus spécialisés, qu'on appelle des tests fonctionnels, que certains naturopathes offrent. On peut aussi fonctionner avec les symptômes. Et on sait aussi ce que les études nous disent. Il y a des études qui avaient été faites par les associations d'agriculteurs américains qui nous parlaient de 75 à 80% de la population qui est carencée. Et je peux vous dire que moi, dans ma pratique clinique, c'est 100% des clients qui sont carencés. 100% des clients carencés en magnésium, 100% des clients carencés en vitamines du complexe B. Donc, c'est sûr que c'est pas la population générale, c'est ma clientèle, ce qui veut dire que c'est des gens qui sont venus consulter parce qu'il y avait des ennuis de santé. Et des ennuis de santé souvent qui ne sont pas diagnostiqués en médecine conventionnelle parce que les tests de la médecine conventionnelle, ça, vous devez vous le rentrer dans la tête parce que les gens vont dire, ouais, mais pourquoi mon médecin? Pourquoi mon médecin? Je vous l'ai expliqué au début. L'industrie pharmaceutique supporte les collèges médicaux à travers le monde et donc vont développer des tests, vont développer des techniques de diagnostic, vont développer des interventions qui supportent l'industrie pharmaceutique. Vous devez comprendre qu'une bonne alimentation, puis combler des carences nutritionnelles, puis de faire de l'activité physique, puis de bien dormir, puis d'enlever les sources de Wi-Fi à côté de notre tête de lit, c'est pas payant pour Big Pharma. Il n'y a pas d'argent à faire avec la santé des gens. Il n'y a pas d'argent à faire avec la santé des gens. Donc, de donner un message clair au niveau de l'alimentation, d'expliquer aux gens les problèmes avec les produits laitiers, les problèmes potentiels, bien, vous rentrez dans le dash de la première industrie bioalimentaire au Québec. Comprenez-vous? Comprenez-vous pourquoi? Comprenez-vous pourquoi vous n'entendez pas ces informations-là? Comprenez-vous pourquoi c'est pas votre médecin qui va vous parler de ça, puis que c'est surtout pas le Journal de Montréal, puis Cogeco, hein? Parce qu'ils sont sur le payroll. Tout le monde est sur le payroll. Ça n'a pas le choix d'être des indépendants. C'est pour ça que notre message a toujours l'air dissonant, puis qu'on a toujours l'air d'être des prêcheurs dans le désert. C'est parce que c'est filtré ailleurs, c'est censuré ailleurs. À cause de l'argent. C'est toujours l'argent qui est derrière ça. Donc, finalement, on ne vous parle pas des méfaits des produits laitiers, on vous encourage, le gouvernement fait des campagnes pour encourager, l'industrie des produits laitiers met de l'argent dans les facultés de médecine, dans les facultés de nutrition pour vous dire de consommer des produits laitiers, puis vous dire que les produits laitiers, là, c'est une très bonne source de calcium, puis quand vous n'avez pas de calcium, vous tombez en petits morceaux à cause de l'ostéoporose, mais on ne vous parle pas du magnésium parce qu'il y en a des quantités négligeables dans les produits laitiers. OK? Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas du magnésium. Et donc, on ne développe pas de tests, évidemment, pour tester la quantité de magnésium, de calcium chez le médecin, parce qu'il faudrait vous parler d'alimentation. Puis dans des consultations de 10 minutes où on fait check-check votre carte, on n'a pas le temps de commencer à vous parler d'alimentation, puis des dommages associés aux produits laitiers, puis des méfaits du gluten. Ça, c'est les naturopathes en privé qui font ça. Chez le médecin, c'est 10 minutes, puis il faut qu'il sorte une prescription. 10 minutes, dans le meilleur des scénarios. On a vu que les prescriptions pour antidépresseurs, c'était 2,35 minutes.
chez le médecin et vous ressortez avec une prescription d'antidépresseurs. Évidemment, il n'y a pas eu le temps de vérifier si vous aviez des carences alimentaires. Il n'y a pas eu le temps de vérifier si vous aviez un problème avec l'enzyme DPP4 qui digère la proline, qui, si vous ne digérez pas comme il faut, vous avez des exomorphines qui s'attachent à vos récepteurs à morphine et qui peuvent causer de la dépression, qui peuvent causer un état de zombification où est-ce que l'information ne rentre pas parce que vous êtes comme sur la morphine, parce que vous consommez des produits laitiers. En passant, un des signes que vous avez peut-être ce problème, c'est quand vous êtes accro aux produits laitiers. Vous savez, les gens là, qui boivent leur litre de lait par jour, qui mangent de la crème glacée pour dormir, ça c'est un signe justement que vous êtes accro parce que votre protéine, votre caséine mal digérée se fixe à vos récepteurs à morphine et vous donne une sensation d'euphorie, une sensation de bien-être. Donc, vous êtes accro aux produits laitiers. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour vous, malgré le message à coût de 80 millions en 2013 du Dairy Farmers of Canada. Donc, où en est-on? OK. Alors, on ne peut pas vérifier le taux de magnésium de manière efficace dans une prise de sang, ni le taux de calcium, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé pour pouvoir pousser leurs produits laitiers? L'ostéodensitométrie. Donc, un test, l'ostéodensitométrie, c'est des paramètres qui ont été élaborés sur une clientèle de 25 ans. Donc, on compare les os d'une femme de 60 ans, 75 ans, aux os de femmes de 25 ans. On a établi des critères avec un bassin de population de femmes de 25 ans. Donc, évidemment, vous allez toujours être désavantagé. Et là, il y a une variation standard qu'on va dire par -1, -2 et ainsi de suite. Alors, ça n'a pas un grand intérêt parce que de toute façon, tout le monde n'a pas la même masse osseuse. Hein. On sait par exemple que les Asiatiques ont une plus petite masse osseuse, etc. Donc, on n'a pas toute la même masse osseuse. Souvent, ces bassins de contrôle sont composés de caucasiens presque en exclusivité. Donc, déjà là, si vous avez une variation ethnique, vous ne fitez pas d'un critère qui ont été utilisés pour fixer les paramètres. Et donc, le seul intérêt de ce test, c'est si vous l'avez fait une fois et que vous le faites l'année d'après parce que vous avez enlevé des aliments acidifiants dans votre alimentation et vous avez commencé à vous supplémenter dans une bonne forme de calcium et de magnésium et de vitamine D, eh bien, de voir s'il y a réellement une amélioration. Mais l'intérêt de se comparer à une population de 25 ans est vraiment inutile. Donc, mais avec ça, ça vous fait peur et ça leur permet de vous vendre des médicaments comme le caltrate. J'en profite pour faire un petit détour là-dessus. Vous savez, le caltrate, qui est le calcium que les médecins prescrivent, c'est du carbonate de calcium. Savez-vous ce que c'est du carbonate de calcium? C'est de la craie. C'est de la craie. Alors, c'est de la craie réduite en poudre et c'est ça, le calcium que les médecins prescrivent à leurs patients. Ce qui est hallucinant, c'est que pour digérer des minéraux comme le calcium et le magnésium, encore plus de la craie, là, comprenez bien que ça va prendre de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. La grande majorité des personnes âgées au Québec consomment des médicaments antiacides ou inhibiteurs de pompe à protons. C'est les Antac, Tagamet et compagnie. Alors, ces médicaments bloquent la production d'acide chlorhydrique. Alors, vous n'avez plus d'acide, puis on vous donne de la craie à digérer. Comment vous pensez que ça va aller? Évidemment, ça va causer des problèmes. Vous allez vous ramasser avec des bursites, tendinites, toutes sortes de cochonneries parce que la craie va se déposer par gravité où elle peut parce qu'elle n'a pas été digérée. Donc, le carbonate de calcium, le caltrate, qui est ce qui est recommandé par les médecins pour prévenir l'ostéoporose. Puis là, on va vous dire de consommer vos portions de produits laitiers. Puis on va peut-être aussi vous recommander les hormones comme le Premarin, les hormones qu'on donne aux femmes à la ménopause, parce que évidemment, ça va vous prévenir de tomber anti-morceau, mais c'est des hormones qui sont fabriquées à base d'urine de jument, donc mares en anglais, donc mares, pardon, je voulais dire en espagnol, mares, donc Premarin, des hormones fabriquées à partir d'urine de jument. C'est ce qu'on donne aux femmes ménopausées pour diminuer les bouffées de chaleur, mais on vante beaucoup les mérites de prévenir l'ostéoporose parce qu'évidemment, nos estrogènes, nos hormones estrogènes sont impliqués dans le métabolisme osseux, puis ça, il faut que je vous fasse une autre émission au complet là-dessus. Mais tout simplement pour vous dire que l'approche médicale par rapport à l'ostéoporose est faite pour, encore une fois, conserver le monopole de Big Pharma. On vous vend du caltrate, le calcium qui est à base de craie. On vous donne un médicament qui vous empêche de l'absorber. Et là, quand vous ne l'absorbez pas, puis qu'on vous a démontré ça par ostéodensitométrie, encore
des appareils qui appartiennent à Big Pharma, on vous vend du Fosamax, hein, donc un médicament pour récupérer le calcium dans vos os. Donc, le cercle est complet, vous comprenez, et vous ne sortez jamais de ce cercle-là. Il n'y a jamais de femmes qui ont commencé à prendre du Fosamax parce qu'ils faisaient de l'ostéoporose et qui ont arrêté d'en prendre. Moi, tous les jours, j'ai des patientes qui reprennent un bon métabolisme osseux et qui n'ont pas besoin de prendre de médicaments. Donc, la nature n'avait pas prévu que ça nous prendrait du Fosamax là, pour pas tomber en petits morceaux. Mais on ne vous parle pas de magnésium, on ne vous parle pas de vitamine D, on ne vous parle pas des vraies sources qui pourraient vous permettre de renverser des processus comme l'ostéoporose parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec la santé, tout simplement. Alors, on revient à cet appareil d'ostéodensitométrie qui n'a aucun réel intérêt, mais il y a un intérêt pour Big Pharma qui est celui de vous faire peur et de vous faire consommer ces 10 médicaments. Donc, voilà, on ne peut pas valider au niveau sanguin, le pourcent reste stable, alors il va falloir y aller par les symptômes. Les symptômes, je pense que j'ai un petit bloc là-dessus, un petit segment là-dessus, on va y revenir. Alors, pourquoi on est tellement carencé en magnésium? Je vous disais que selon cette étude qui avait été faite par l'Association des agriculteurs américains, c'était entre 75 et 80 de la population, ou 70 à 80 Je vous donnerai les références là, dans ma section membres. Premièrement, par les plus acides. Même principe, hein, la planète, comme le corps humain, essaie de toujours ramener les choses en équilibre. Donc, lorsqu'il y a des pluies acides, ça va aller chercher les minéraux du corps, du sol. Dans notre corps, le sang va aller chercher les minéraux cachés, mais dans la terre, quand il y a des pluies acides, c'est la même chose. Ça va aller chercher les minéraux du sol pour rétablir un équilibre. Donc, les pluies acides vont énormément contribuer à déminéraliser nos aliments. Alors, les aliments qu'on consomme maintenant contiennent très, très peu de magnésium comparativement à ce qu'ils contenaient avant. Bon, le fait qu'on les fait cuire, bouillir, le magnésium va être souvent extrait dans l'eau. Donc, si on ne prend pas les bouillons de nos légumes pour se faire des soupes ou encore des bouillons, ben, on perd beaucoup des minéraux, dont le magnésium qu'on retrouverait normalement, même en petite quantité, mais dans nos légumes. Entre autres, les légumes racines, mais les légumes verts feuillus aussi. Une autre importante cause de carence, c'est la consommation de sucre. Vous savez, on consomme en moyenne 75 kilos de sucre par année. En Amérique du Nord, 75 kilos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consomment l'équivalent de leur poids corporel en sucre annuellement. Donc, la consommation, je suis super contente, vous êtes 233 personnes sur mon live. Donc, 75 kilos de sucre, imaginez, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment plus que leur poids corporel parce qu'il y a plein de gens qui en consomment pas tant. Et là, encore là, la consommation de sucre, ça porte beaucoup à confusion parce que les gens pensent que c'est juste le sucre dans le sucrier. Mais dans un jus d'orange, il y a facilement 30 grammes de sucre. Donc, vous retrouvez du sucre dans des jus même dits naturels. Vous retrouvez du sucre dans les pâtes alimentaires, dans un paquet de fruits et de légumes. Donc, c'est pas juste le sucre qu'on rajoute avec le sucrier. Donc, faut faire attention. Il faut vraiment lire la quantité de glucides sur nos aliments. Et donc, il y a plein de gens qui ont été sur la diète cétogène, qui ont vu des résultats intéressants, mais c'était pas nécessairement parce qu'ils rentraient en cétose avec des méga quantités de gras, mais c'est parce qu'ils diminuaient beaucoup la quantité de glucides. Donc, il faut faire attention aux glucides parce que les glucides sont les principaux voleurs de magnésium et de complexe B. Donc, ce que je vous disais, le minéral et les vitamines les plus carencées, en grande partie parce qu'on consomme trop de sucre. Et pour métaboliser le sucre, on a besoin des vitamines B, on a besoin aussi du magnésium. Ça prend 40 molécules de magnésium pour gérer une molécule de glucides. Donc, imaginez quand vous prenez 75 kilos de sucre dans l'année, combien de magnésium vous avez besoin juste pour gérer votre sucre. Donc, c'est pas étonnant que les gens vivent avec un taux de sucre élevé, puis il y a beaucoup de prédiabète et de diabète, parce qu'on n'a pas les nutriments, on n'a pas les vitamines B, on n'a pas le magnésium pour utiliser nos molécules de sucre correctement. Donc, ça, c'est une autre cause importante de carence en magnésium. Même chose pour l'alcool. On a besoin de magnésium. On a 2 phases de détox dans notre foie. La deuxième phase a
d'importantes voies de détoxification, dont la méthylation, etc. Et on a besoin de magnésium pour détoxifier l'alcool. Donc, la consommation d'alcool augmente aussi les carences en magnésium. Des médicaments, bon, on a parlé tout à l'heure des inhibiteurs de pompe à protons, Zantac, Tagamet, les antiacides. Évidemment, si on n'a pas d'acide, on ne peut pas digérer nos nutriments. Donc, faire attention en production d'acide chlorhydrique, si on en a besoin, puis le corps qui est acidifié, ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas mêler les deux. On a besoin d'acide chlorhydrique. Donc, si on n'en a pas, parce qu'on prend ces médicaments, on va avoir des carences en magnésium, des antibiotiques parce qu'ils perturbent tout notre équilibre au niveau du microbiote, vont causer aussi les carences en magnésium. Contraceptifs oraux, donc la pilule occasionne des carences en magnésium. Le fluor, l'eau fluorée. Les municipalités qui ont de l'eau fluorée ou les traitements de fluor chez le dentiste, un autre bel exemple de bullshit. Le fluor est un déchet de l'industrie, mais on a payé des chimistes à voir à quoi ça pourrait servir dans le corps. On a dit, ben, il y en a dans les dents, tu sais, dans les os des dents, on pourrait vendre des traitements aux dentistes, alors que ce fluor, qui est un déchet, qui est inorganique, n'est pas absorbé par le corps, ça vient vraiment encrasser notre corps et ça vient compétitionner avec d'autres minéraux comme le magnésium dans notre corps. Donc, un gros déchet caca. Donc, ça ressemble à ça à peu près les choses qui vont causer des carences énormes en magnésium, des valeurs de magnésium. Mais l'autre facteur super important, c'est le niveau de stress. Parce que le magnésium, un de ses rôles importants, c'est d'être impliqué dans la production des neurotransmetteurs calmants comme la sérotonine et comme le GABA. D'abord, il faut comprendre que les vitamines et les minéraux dans le corps, leur rôle, c'est d'agir en tant que cofacteurs enzymatiques. Toutes les fonctions du corps sont performées par des enzymes et des enzymes ont besoin pour travailler, ont besoin pour être activées comme un mécanisme clé-serrure de vitamines et de minéraux. Donc, comme le magnésium agit comme clé dans serrure de 300 enzymes différentes dans notre corps, ben pas mal tous les systèmes dépendent du magnésium. Alors, quand il y a une carence en magnésium, ça va se refléter sur plein de choses dans notre organisme et donc au niveau du système nerveux notamment. Parce que, donc, on a besoin du magnésium pour produire le GABA. Nos neurotransmetteurs calmants, là, quand on est stressé, on produit des hormones qu'on appelle cortisol et adrénaline. Et pour calmer tout ça, on a besoin de neurotransmetteurs calmants. Les neurotransmetteurs et les hormones sont des messagers dans le corps qui agissent à petite dose, mais qui sont très importants. Donc, le GABA, c'est le principal neurotransmetteur calmant en quantité, en importance, et le magnésium et la glycine sont des facteurs absolument cruciaux pour fabriquer le GABA. Un autre élément important, c'est le glutamate. Vous savez, le glutamate a mauvaise presse parce qu'on pense toujours au glutamate monosodique, mais en réalité, le glutamate, quand on a du magnésium pour le convertir en GABA, il est nécessaire, il nous donne un état de vigilance, il nous donne une certaine stimulation cérébrale et les recycler en GABA qui a un effet calmant. Mais pour que cette roue coule bien, ça prend des B, particulièrement la B6 et le magnésium et donc évidemment des protéines parce que les protéines sont divisées en acides aminés dans notre corps et ce sont les acides aminés qui servent de bloc à fabriquer un paquet de choses dont nos neurotransmetteurs. Donc, le magnésium est impliqué dans le GABA. Le magnésium est impliqué aussi dans la sérotonine, qui est notre autre neurotransmetteur calmant. Donc, la sérotonine provient, encore une fois, des protéines. Dans les protéines, on va chercher le tryptophane, qui est converti en 5-hydroxytryptophane ou 5-HTP, qui est converti en sérotonine et qui est converti ensuite en mélatonine. Donc, à chacune de ces étapes de transformation, le magnésium est impliqué dans les enzymes qui font le travail. Alors, vous allez avoir des problèmes partout, même si vous prenez, exemple, un supplément de 5-HTP, si vous n'avez pas le magnésium et vous n'avez pas les vitamines B, vous ne serez pas capable de faire de la sérotonine avec. Ensuite, la sérotonine, comme je dis, est convertie en mélatonine et la mélatonine, c'est l'hormone qui régule notre sommeil. C'est l'hormone aussi qui est antagoniste au cortisol, l'hormone de stress dans notre corps. Donc, le magnésium a vraiment un effet calmant parce qu'il permet de fabriquer le GABA et qu'il permet de fabriquer la sérotonine. Donc, très souvent, quand on va avoir une carence en magnésium, on va le noter, entre autres, par un système nerveux qui va être hyper excitable. Donc, l'hyperexcitabilité du système nerveux, qui peut se manifester aussi par
des petits tremblements, des crampes, la paupière qui saute, c'est des signes très fréquents de carence en magnésium. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qui reviennent donc le plus souvent. Donc, on a dit 300 réactions métaboliques, on a parlé de son implication dans le stress. Bon, au niveau de l'ostéoporose, je vous l'ai dit, le magnésium est impliqué dans la matrice de l'os. Il va contribuer à la minéralisation osseuse en retenant le calcium, en utilisant efficacement la vitamine D et en favorisant la production de parathormones. Une autre chose par rapport à la vitamine D, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la vitamine D dans le cadre de la pandémie. Parce que vous savez que la carence en vitamine D était directement reliée à la sévérité des symptômes et au décès. Donc, les personnes décédées de la maladie en C étaient habituellement carencées en vitamine D. Donc, beaucoup de gens ont découvert l'importance de la vitamine D et ont commencé à prendre des doses thérapeutiques de vitamine D, c'est-à-dire environ 5000 unités internationales par jour. En passant, Santé Canada recommande 1000, ils vont tolérer jusqu'à 2000, mais dans les études cliniques, puis je vous ai fait une émission complète sur la vitamine D, on nous parle de 5000 unités internationales, mais pour savoir vraiment le dosage dont vous avez besoin, il faut procéder à des tests. Il faut savoir exactement combien vous en avez en nanomoles par litre. On essaie de viser un taux optimal de 125 nanomoles par litre et on regarde combien ça vous en prend par jour pour atteindre ce taux selon votre exposition solaire, selon votre génétique, etc. Donc, les gens ont découvert l'importance de la vitamine D, prennent 5000 unités internationales par jour, mais le problème, c'est que si vous prenez toujours de la vitamine D, vous ne prenez pas suffisamment de magnésium, vous allez causer un déséquilibre aussi au niveau du magnésium. Donc ça, c'est ce que j'appelle en savoir trop puis pas en savoir assez. Les gens ont pris conscience qu'il faut supplémenter en vitamine D, mais ne comprennent pas que la vitamine D doit travailler de concert avec le calcium, mais aussi le magnésium et que tout ça a un impact au niveau hormonal. Donc, l'importance au niveau du métabolisme osseux. Ensuite, au niveau du sommeil, bon, c'est vrai aussi, je vous ai parlé de la production de GABA et de sérotonine, mais le magnésium a un effet calmant. Bon, quand notre corps perçoit un stress, là, il y a un message qui est envoyé à notre hypothalamus dans le cerveau, qui est le chef d'orchestre. L'hypothalamus envoie un message à l'hypophyse et l'hypophyse envoie un message aux glandes surrénales, les petites glandes en forme d'amande au-dessus de nos reins, qui, elles, sécrètent l'adrénaline et le cortisol. Donc, on appelle ça l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et cet axe est calmé par le magnésium, donc on va produire moins d'adrénaline et de cortisol. Si on produit moins d'hormones de stress, on a besoin de produire moins de sérotonine et de GABA. Vous savez, dans le corps, on a ce qu'on appelle l'anabolisme, qui est le côté construction, et on a le catabolisme, qui est le côté déconstruction. C'est comme si on avait une pédale à gaz et une pédale à break. On a le système nerveux sympathique qui s'active et le parasympathique qui calme. Donc, plus on va produire des hormones de stress, plus on va être obligé de produire des neurotransmetteurs calmants. Donc, déjà, si on calme le message hypothalamo-hypophyso-surrénalien, on va produire moins d'hormones de stress, donc on aura moins besoin de magnésium pour produire de la sérotonine et du GABA. Ensuite, pourquoi c'est important? Bon, la santé cardiovasculaire, évidemment. Le magnésium est essentiel au transport des ions calcium et potassium à travers les membranes cellulaires. C'est un mouvement des minéraux qui permet la transmission de l'influx nerveux, la contraction musculaire et les battements cardiovasculaires. C'est ce que je vous expliquais au début. Donc, les petits canaux à sodium, potassium, calcium, magnésium. Quand les minéraux passent parce qu'ils ont une charge, vous savez, c'est Ca2+, par exemple, donc les minéraux sont chargés électriquement et le fait de passer à travers la membrane, ça va transmettre un influx. Et tout ça, ça se vérifie par un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme. Donc, on est capable de vérifier l'activité électrique du corps. Mais c'est quoi qui donne l'électricité au corps? C'est le mouvement de ces ions chargés à travers les membranes cellulaires. OK? Donc, nos contractions cardiaques dépendent directement du magnésium. C'est-à-dire que le calcium va effectuer la contraction, mais ce qui va effectuer le relâchement, c'est le magnésium. Donc, quand vous avez pas assez de magnésium, puis vous buvez plein de lait parce que les producteurs des produits laitiers
vous ont dit de consommer du lait soutenu par les gouvernements, parce qu'il y a plein d'argent qui rentre là-dedans via le lobbying. Donc, vous consommez plein de calcium qui a un effet contractant et vous ne consommez pas de magnésium qui vient relâcher le beau muscle et le corps. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Infarctus. Au niveau des syndromes prémenstruels, les crampes prémenstruelles, l'utérus, c'est le plus grand muscle du corps humain. Alors, quand vous avez plein de calcium parce que vous consommez des produits laitiers, puis vous n'avez pas de magnésium, bien, vous avez des crampes, vous n'arrivez pas à relâcher les crampes. Vous avez des crampes dans les mollets, vous avez des crampes partout. Donc, ça, c'est des signes très importants qu'on manque de magnésium, mais ça peut avoir des conséquences très fâcheuses, particulièrement dans le cas de la santé cardiovasculaire. Au niveau de la production énergétique, donc, ben, l'énergie est produite à partir des hydrates de carbone, des glucides, comme je vous disais tantôt, dans une moindre mesure à partir des gras. Les gras sont une source d'énergie d'urgence, mais le corps combure avant tout aux glucides. Et on a besoin du magnésium pour donc utiliser les glucides correctement. Ce qui veut dire que la fatigue et l'hypoglycémie sont aussi des signes qui peuvent appeler vers la carence de magnésium, mais aussi de complexe B, parce que très souvent, le magnésium et le complexe B travaillent aux mêmes endroits. Donc, ça peut être un ou l'autre et très souvent les deux. Au niveau de l'équilibre hormonal, bon, les hormones sexuelles que sont les estrogènes, la progestérone, doivent être métabolisées dans notre foie, particulièrement dans la deuxième phase du foie. Et on a besoin de ce métabolisme parce que les hormones, c'est liposoluble. C'est aussi pourquoi le sang n'est pas une bonne façon d'évaluer nos hormones. Et donc, elles doivent être converties en molécules hydrosolubles pour être éliminées via nos urines, via nos menstruations et dans une moindre mesure via nos selles. Donc, elles passent dans le métabolisme du foie et on a besoin de magnésium pour faire un bon métabolisme, une bonne élimination de nos hormones. Donc, le magnésium est aussi impliqué dans l'équilibre hormonal. Alors, si on n'en a pas, on métabolisera pas bien, entre autres, nos estrogènes et on va se ramasser dans une situation qu'on appelle la dominance estrogénique. J'en ai beaucoup parlé dans le live sur l'industrie du ruban rose, donc et du cancer du sein. Et donc, très important pour équilibrer nos hormones. Ensuite, il est directement impliqué dans la production d'estrogène, de progestérone et de testostérone. En plus de favoriser le sommeil, le magnésium va participer à la production de deux autres hormones, l'hormone de croissance et la DHA, l'hormone de croissance qu'on produit durant notre sommeil, donc qui est très importante aussi pour conserver notre longévité, c'est avec la DHA des hormones anti-âge. Donc, la thyroïde aussi a besoin de magnésium. La conversion de l'hormone thyroïdienne T4 nécessite la présence de magnésium pour convertir en T3 sa forme active. Donc, à partir de la tyrosine, qui est un autre acide aminé qui vient des protéines, la thyroïde va fabriquer une hormone qu'on appelle la T4, qu'on peut mesurer au niveau sanguin. La T4 doit être convertie en T3. La T3, c'est la forme qui va rentrer au niveau des récepteurs à hormones thyroïdiennes. Et on a besoin de minéraux pour faire cette conversion. Le magnésium en est un, le sélénium en est un autre. Donc, si on a une carence dans ces minéraux, ça se peut qu'on n'arrive pas à convertir la T4 en T3, la forme active de l'hormone thyroïdienne. Et un autre facteur important aussi, c'est que si on a beaucoup de stress, justement parce qu'on n'a pas assez de magnésium pour produire nos neurotransmetteurs calmants, le cortisol élevé, donc cette hormone de stress, va bloquer elle aussi la conversion de T4 en T3. Donc, le magnésium agit de différentes façons au niveau de notre thyroïde. C'est extrêmement important. C'est quelques-uns des points. Écoutez, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur les rôles parce que, comme je vous dis, il y en a 300. On ne fera pas le tour ce matin, mais ça, c'est ceux qui reviennent le plus souvent en pratique clinique. Au niveau des signes et symptômes, je vais vous en nommer quelques-uns, mais encore une fois, s'il y a des carences dans 300 familles d'enzymes, vous comprenez qu'il va y avoir des centaines de symptômes qui peuvent être liés à la carence en magnésium. Je vais vous donner ceux que je rencontre le plus souvent en pratique clinique. Donc,
au niveau des crampes, comme je disais, des crampes les mollets, ça peut être des crampes dans les jambes la nuit, ça peut être des crampes justement au niveau de l'utérus avec le SPM, au niveau de tachycardie, etc., ou historique de problèmes d'infarctus. L'ostéopénie et l'ostéoporose. Donc, l'ostéopénie, c'est la déminéralisation qui précède le stade d'ostéoporose. C'est quand même un stade où on veut agir pour renverser le problème. Donc, habituellement, c'est le magnésium qui est encore plus carencé que le calcium. La fatigue, puisque le magnésium est impliqué dans la production énergétique. L'irritabilité, comme je disais, parce que le système nerveux est survolté. L'anxiété ou la dépression, des maux de tête, le diabète ou l'hypoglycémie, donc toute la gestion du sucre a directement rapport avec le magnésium, le SPM directement, déséquilibre hormonal, les vertiges, les étourdissements, les manques de concentration, l'hypothyroïdie, les palpitations, je l'avais nommé, l'hypertension et l'arythmie, ça je les avais pas nommés, et de manière plus globale, les maladies cardiovasculaires. Donc, puisqu'on ne peut pas, chez le médecin, faire un test qui détecte la carence, si vous vous identifiez dans plusieurs des symptômes que j'ai nommés, ben, tout simplement incorporer un supplément de magnésium. Je vais vous parler des sources alimentaires, mais comme je vous ai dit, l'alimentation est très carencée. Donc, prenez un supplément. Vous ne pouvez pas vous surdoser en magnésium parce que ce qui va arriver, c'est que si vous consommez plus que 3 à 400 mg de magnésium par jour, vous allez avoir des diarrhées. Le magnésium, de par son effet relaxant, va créer des selles plus molles. Et donc, si vous avez trop de magnésium, vous allez juste éliminer en diarrhée. Alors, c'est pas dangereux de vous surdoser comme tel en magnésium. Alors, au niveau des sources alimentaires de magnésium, on retrouve surtout dans les légumes verts feuillus, les noix et les graines sont des sources aussi de magnésium, mais c'est pas des grandes sources. Et la consommation de magnésium, il faut y aller à peu près vers 300 mg de magnésium par jour. On en retrouve peut-être un 100 à 200 du côté alimentaire, ce qui nous laisse souvent avec un besoin en supplément de 100 à 200 mg de magnésium par jour. On en retrouve aussi dans le cacao et le poisson. Bon, vous comprenez bien que le cacao, vous devez aller vers un cacao de bonne qualité, etc., etc. Et le poisson, bien, faire attention parce que si vous consommez des poissons à chair grasse comme le thon, plus l'animal est gros, l'animal. C'est techniquement un animal, un poisson. En tout cas, plus le poisson est gros, plus il y a une bioaccumulation du mercure dans son corps parce qu'il mange des petits poissons, puis des algues, puis des cochonneries qui ont ramassé le mercure. Et le mercure est un antagoniste du magnésium. Donc, le poisson est peut-être pas nécessairement la meilleure source, à moins de consommer des petits poissons, des poissons d'élevage, etc. C'est peut-être pas la meilleure source de magnésium. Une autre très bonne façon d'augmenter le magnésium dans notre corps et de relaxer notre système nerveux et de favoriser la détox, parce que le magnésium est très important dans la détoxification aussi de notre corps, c'est les bains de sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium, donc molécule sucrée plus magnésium. Et ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut saturer le bain parce que ça fonctionne par osmose. Tu sais, si vous mettez 2 grains de sel dans vos patates, quand ils cuisent, ça pénétrera. Ça ne fera pas pénétrer l'eau bouillante, ça ne fera pas cuire vos patates. On met le sel dans les légumes pour que l'eau rentre à l'intérieur parce que le sodium a cet effet. Mais donc, dans le bain, il faut mettre un bon 2 tasses pour un bain normal. Si vous avez un bain style spa, là, ça va en prendre plus, mais un bain normal, un bon 2 tasses de sel d'Epsom. Il faut mettre l'eau assez chaude et il faut rester dedans au moins 20 minutes. Et là, la saturation de l'eau va faire que le sel d'Epsom va rentrer dans votre organisme. Vous le sentez de par l'effet vous êtes comme vraiment drainé après un bain de sel d'Epsom parce que ça calme et ça détoxifie. Mettez pas l'eau trop chaude, là, surtout au début, habituez-vous progressivement. Et éventuellement, ben, vous en faites au moins 3 par semaine et vous allez voir que beaucoup de ces symptômes d'irritabilité, d'insomnie, de petites crampes, de petites paupières qui sautent vont se calmer déjà par les bains de sel d'Epsom. Donc ça, c'est une très bonne façon, relativement économique, de refaire nos réserves en magnésium. Ensuite, évidemment, il y a toute la question de la supplémentation. Là, au niveau des suppléments, il y a différentes formes de magnésium. La plus fréquente,
c'est le citrate, la plus fréquente et la moins chère. C'est pas une mauvaise forme. C'est préférable dans ces cas d'essayer de la prendre en liquide parce que ça va être un petit peu mieux absorbé. C'est le beau, bon, pas cher des magnésiums. Une forme de magnésium qui serait déjà plus intéressante, c'est le glycinate de magnésium. C'est ce qu'on appelle un chélate, c'est-à-dire qu'on a combiné une protéine à du magnésium et ça va faire que la pénétration à l'intérieur de la cellule va être plus importante. Donc, une meilleure biodisponibilité du magnésium avec le glycinate. Et la glycine comme telle est donc un acide aminé calmant parce qu'il rentre dans la production du GABA, comme on en a parlé au début. Et la glycine a aussi un effet détoxifiant dans notre foie. Donc, c'est une très belle forme de magnésium, le magnésium glycinate. Habituellement, c'est du 100 mg ou à peu près 95 mg. Vous pouvez en prendre 2 par jour, une au petit déjeuner, une en soirée. C'est une dose moyenne pour le commun des mortels. Donc, ça va aller chercher les besoins en magnésium que vous avez. Il y a d'autres formes de magnésium, comme le magnésium malate. On va commencer par lui, on reviendra au taurate après, puis au tréonate. Donc, le malate est intéressant au niveau de la production énergétique particulièrement parce que l'acide malique, donc qui est combiné avec le magnésium, c'est un produit qu'on retrouve dans la production d'énergie dans la mitochondrie. La mitochondrie, c'est comme le petit moteur des cellules et l'acide malique rentre dans le petit moteur. Ça vient favoriser donc la production énergétique. Alors, si vous prenez le magnésium particulièrement pour votre fatigue, si vous avez de la fibromyalgie, par exemple, ou vous êtes en récupération suite à une opération, quelque chose comme ça, le malade peut être une forme intéressante. Donc, magnésium malade pour favoriser la production énergétique. Tous les magnésiums vont le faire, mais dans ce cas-ci, parce que c'est combiné avec l'acide malique, vous allez sentir plus l'effet énergisant au niveau de cette forme de magnésium. On a ensuite la taurine, magnésium taurate, c'est-à-dire le magnésium combiné à la taurine. La taurine, c'est un acide aminé intéressant pour les maladies cardiovasculaires. Donc, si vos symptômes sont dans la sphère cardiovasculaire, vous voulez peut-être aller de ce côté. Le tréonate a des propriétés au niveau du cerveau, mais il n'est pas toujours facile à se procurer. Puis, vous avez des produits qui vont combiner différentes formes de magnésium. Donc, ça, c'est très intéressant parce que vous ratissez plus large. Donc, vous pouvez retrouver dedans du citrate de magnésium, du glycinate de magnésium, avec du malate de magnésium. Par exemple, vous allez retrouver donc une synergie de différents magnésiums. Ensuite, il y a un produit que j'aime beaucoup, je vais le nommer parce que de toute façon, vous savez que je suis productrice indépendante, je peux me permettre de nommer que je veux, comme je veux. C'est un produit qui s'appelle Magnésium Synergie de la compagnie AOR. Oui, j'ai des liens avec la compagnie AOR, je produis du contenu, puis je donne des formations pour eux. Donc, j'ai un lien, mais c'est ce qui me permet de bien connaître les produits aussi. Et quand je nomme pas de marque, après, tout le monde me dit, ben c'est lequel, toi, tu recommandes? Puis, je suis obligée de répondre à 500 messages que j'ai pas le temps de répondre. Fait que je vous dis la marque, et oui, j'ai un lien avec cette compagnie-là, mais ils ne commandent pas mon émission. Donc, c'est le magnésium synergie. Je l'aime d'abord parce qu'il est en poudre, qui combine les différentes formes de magnésium. En poudre, ben, vous le mettez dans l'eau. Dans la journée, il y a un petit effet fizz là, avec une saveur citronnée qui est agréable. Il est sucré aux fruits des moines, donc il n'y a pas de je l'oublie encore là. Vous savez que j'ai vécu des événements difficiles les derniers temps. Mon sommeil est un petit peu affecté. Donc, il n'y a pas un goût qui amer ou quoi que ce soit. Il est très agréable au goût. Donc, on peut le mettre dans la bouteille d'eau. Et on peut le prendre aussi le soir dans de l'eau chaude. Moi, actuellement, parce que c'est 2 scoops pour la dose complète, je trouve que 2, c'est un peu trop sucré. Puis en se séparant comme ça, c'est moins sucré. Ça me permet de boire plus d'eau. Et le soir, ça a un effet calmant qui favorise donc le sommeil. Si vous avez pris un bain de sel d'Epsom, c'est peut-être pas nécessaire de prendre en plus votre scoop de magnésium dans votre tasse d'eau chaude, mais c'est une très belle façon de consommer ce produit. Et donc, je l'aime parce qu'il combine différentes formes. Il est en poudre, on le met dans l'eau, donc il est plus facile à consommer. Ça fait moins de capsules
à absorber. Et on a rajouté à l'intérieur d'autres petits oligo-éléments, donc des minéraux en petites doses qui permettent de stabiliser la glycémie, donc le taux de sucre sanguin, comme le zinc, comme le chrome et comme le manganèse. Ce sont des petits minéraux qui peuvent être carencés et s'ils sont carencés, on a encore plus de misère à maintenir notre taux de sucre constant. Et c'est important parce que, comme je vous disais au début, quand vous avez des chutes, donc quand vous faites de l'hypoglycémie, vos surrénales sont obligées d'envoyer de l'adrénaline pour remonter votre taux de sucre. Ça épuise vos surrénales. Quand vos surrénales sont épuisées et que votre système nerveux est épuisé, vous avez encore plus besoin de magnésium. Donc, vous rentrez dans ce cercle vicieux. Donc, moi, j'aime beaucoup cette formule parce qu'elle contient ces petits oligo-éléments. Elle contient aussi de la glycine, donc pour fabriquer notre GABA, pour détoxifier, mais parce que ça agit de concert avec le magnésium. Et elle contient aussi de la taurine, donc la taurine qui est un acide aminé très important pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour la production de bile. Et la bile nous permet d'éliminer les substances liposolubles dans notre corps, dont nos hormones. Donc, ça aide aussi à conserver notre équilibre hormonal. Donc, quand on parle d'une forme de magnésium préférée pour le système nerveux, c'est souvent celle-là que je vais recommander, le magnésium synergie de la marque AOR. En passant, je vais vous mettre le lien dans l'entête de l'émission pour mon magasin en ligne. En fait, il y aura 2 options. Et si vous choisissez de faire affaire avec mes officines en ligne, vous avez un rabais de 10 parce que vous passez par une clinicienne et je retourne la ristourne qui, normalement, me serait allouée par ces officines en ligne. Donc, c'est une façon pour vous d'économiser et c'est une façon de m'aider aussi financièrement. Si vous n'êtes pas capable de soutenir la production de contenu, c'est une manière d'appuyer mon travail. Aussi, si vous avez des balances d'assurance, si vous n'avez pas pris toutes vos assurances pour les soins complémentaires cette année, la plupart des assurances remboursent 80 des frais de consultation en naturopathie. Donc, profitez-en pour faire un bilan de santé, profitez-en pour faire une consultation avec moi. Je vous envoie un questionnaire de 17 pages. On fait vraiment le tour. On regarde plusieurs aspects de votre santé et on passe votre balance d'assurance. Vous en aurez des nouvelles l'année prochaine. Donc, pour vous, c'est une manière de récupérer l'argent que vous avez mis dans les assurances et moi, ça m'aide à gagner ma vie. Donc, des petits moyens comme ça. Puis mon membership que je vais lancer cette semaine, donc ça va être à 4,99 par mois. Vous allez avoir toutes mes lives, toutes mes émissions de radio bien organisées dans la section des membres. Vous allez avoir tout mon contenu, donc les études cliniques que je vous cite, vous allez avoir les liens, vous allez avoir des beaux articles. Je vais faire du contenu exclusif aux membres. On va faire au moins une rencontre par mois ad lib, donc pendant 1 heure, où je vais répondre à vos questions de santé sans frais, comme bénéfice de votre membership. Et également, je vais faire une rencontre pour les membres parce que je me rends compte que le tissu social a été énormément affecté par la situation de la pandémie au Québec et que les gens qui me suivent sont des gens extraordinaires. J'ai eu l'opportunité, grâce à la mésaventure que j'ai vécue cette semaine, de voir que les Québécois que j'aime, que j'ai toujours aimés, sont encore là, malgré la division qu'on a subie. Les gens m'ont envoyé une vague d'amour incroyable. J'ai eu toutes sortes d'offres d'appui par rapport à une mésaventure que j'ai vécue ici. Je ne veux pas vous en reparler parce que j'ai fait des lives là-dessus, mais ça pour vous dire que j'ai une communauté extraordinaire et je sais que les gens vivent beaucoup de solitude et j'ai envie de vous mettre en contact. D'abord, moi, j'ai envie de vous voir la face, donc on va faire des trucs à caméra ouverte, mais j'ai envie que vous puissiez par région vous connaître. On n'a pas pu publier des listes parce que, évidemment, ça aurait devenu des listes cibles pour certaines entités, mais à l'intérieur de mon membership, qui va être donc privé, on va pouvoir connecter entre nous. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, d'abord pour moi, pour m'aider à gagner ma vie, mais aussi parce que j'ai envie de contribuer à la construction de ce monde parallèle. J'aime pas parler de nouveau monde, je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que le monde ancien continue d'être là, mais c'est en créant des structures parallèles avec des différentes valeurs, avec des gens de cœur comme nous, qu'on va prêcher par l'attrait plutôt que la réclame et que des gens de plus en plus vont se joindre au mouvement, vont voir qu'on est bien, vont voir qu'on est vraiment en train de créer quelque chose de différent. Et j'y crois vraiment, puis je pense que c'est avec des gestes comme ça. Puis hier,
je diverge, là, mais hier, j'écoutais, après ma chronique à l'émission de Samuel, j'écoutais Mel Goyer qui parlait avec Samuel, puis qui parlait de, tu sais, l'importance justement que les gens nous appuient financièrement, appuient des producteurs indépendants, des radios indépendantes et tout ça. Et les commentaires étaient vraiment positifs. Alors, je vois que déjà depuis quelques mois, il y a un changement. Avant, on se faisait blaster. Là, les gens commencent à comprendre l'importance d'appuyer du contenu indépendant pour avoir le genre d'informations qu'on vous donne. Donc, ça me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment un éveil, puis il y a vraiment un goût de construire quelque chose de différent, puis de participer chacun à sa manière à ce quelque chose. Il y en a que ça va être financièrement, il y en a que ça va être en présence, il y en a que ça va être en proposant des belles ressources qu'ils ont découvertes, mais l'idée, c'est toujours de travailler à partir du cœur, de travailler en connexion avec nos belles familles d'âme, puis d'avancer là-dedans vers quelque chose de vraiment euh, dans un meilleur état vibratoire, dans un état de santé sur tous les plans. C'est ça qu'on est en train de construire et c'est grâce à ce transfert d'informations indépendant, donc libre d'interférences économiques, qu'on peut y arriver. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Partagez, partagez, partagez. Partagez surtout sur ma page Chantal-Anne Dumont, naturopathe, donc ma page professionnelle, parce que quand j'atteindrai les 10 000 likes, Facebook va peut-être me donner un petit peu de sous pour la production de contenu que je fais bénévolement. Donc, ça m'aide si vous allez aimer ma page professionnelle, ça m'aide si vous partagez le live à partir de ma page professionnelle pour que les gens me découvrent et aillent aimer ma page professionnelle. Donc, ça aide aussi à propager la santé autour de nous. Vous n'êtes peut-être pas des spécialistes en santé, mais vous prenez de l'information d'une spécialiste, vous la transférez à des gens autour de vous qui consomment peut-être le caltrate, qui consomment peut-être les médicaments antiacides, qui prennent peut-être des médicaments comme le Fosamax et vous transférez l'information. J'en ai une très bonne aussi sur le cholestérol qui a été beaucoup transférée. Donc, quand ça va être bien organisé, ça va être plus facile sur mon site, mais en attendant, vous les retrouvez quand même sur ma page. Alors, répandez l'information autour de vous. C'est comme ça qu'on peut être réellement des agents de changement et des agents de construction. Alors, merci d'être là, merci de partager, d'apprécier mon travail. Je vous aime tout le monde. À la semaine prochaine.